Obligé de constater, pour des raisons très diverses, n'empêche que le constat est un peu triste, qu'on est dans un des pays qui est le plus engagé dans les guerres à l'extérieur. Le nombre de guerres dans lesquelles la France est engagée, ça vient juste après les États-Unis. Et nous n'avons pas de mouvement anti-guerre. Ce qui veut dire que, ce qui n'était pas le cas dans le passé, ce qui veut dire que ces dernières décennies, les consciences qui amenaient à s'opposer à la guerre, aux interventions extérieures, eh bien, elles ont régressé. Voire même, on peut avoir des gens sincèrement se disant de gauche, se disant progressistes, se disant ouverts sur l'humain, et considérer que c'est justifié d'aller intervenir en Syrie, au Mali, avec à chaque fois des bonnes excuses, qui sont des bonnes excuses qu'on connaissait déjà dans le passé. Donc il faut s'interroger sur pourquoi nous en sommes là. Et parmi ces choses-là, il y a la méconnaissance d'un certain nombre de leçons de l'histoire, et donc je suis très content que vous ayez choisi ce thème. Alors, qui je suis, je ne vais pas m'étendre longtemps. Mon nom, ça veut dire le bienheureux homo pigeon. Donc je dois avoir un ancêtre qui élevait des pigeons, et j'hérite de ce nom. Mais en réalité, je me présente comme cela, je ne vais pas présenter mes activités militantes, etc. Si dans le débat, il y a des gens qui veulent savoir, on y reviendra. Pourquoi je me présente comme ça? C'est parce que nous sommes tous des héritiers. Mais qu'il y a des héritiers qui ne connaissent pas leur héritage. Qu'il y a des héritiers qui ne connaissent pas les travaux de leurs prédécesseurs, militants ou personnes engagées. Et quand on est orphelin de cette histoire, orphelin de cette mémoire, eh bien on est condamné à refaire les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Et donc voilà, c'est la seconde raison pour laquelle je suis très content que vous ayez choisi ce thème. Bien entendu, je n'aurai pas le temps de le décrire dans toutes ses dimensions, mais je voudrais donner un certain nombre de points de repère, et puis si dans le débat vous voulez approfondir, on pourra approfondir. Le premier élément que je voudrais donner en introduction, c'est que ce thème-là, il apparaît comme ringard. Il apparaît comme un thème du passé. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent encore parler de colonialisme? C'est loin. Pourquoi vous vous cassez la tête avec ça? C'est du passé. Et puis ce ruminement sur le passé. Et on va vous accuser d'être dans le ressentiment. Et donc on a une injonction à oublier. Si c'était que simplement du passé, l'oubli pourrait permettre d'avancer. Mais ça n'est pas que du passé. La conséquence de cela, de cette injonction à l'oubli, ça va être quelque chose de très précis qui influence les opinions publiques occidentales par nos médias. Nos médias, qui est ce que l'on appelle en sociologie le courant de l'afro-pessimisme. Qu'est-ce que c'est que ce courant? C'est une série d'auteurs qui, depuis maintenant une trentaine d'années, développent des thèses, des ouvrages, on en est à près d'une cinquantaine aujourd'hui, qui sont largement diffusés, qui viennent nous dire s'il y a de la famine en Afrique, s'il y a du chômage massif en Afrique, s'il y a des difficultés en Afrique, cela est dû à la culture africaine. Et derrière ces explications, il y a cette idée, arrêtez de nous parler d'économie, arrêtez de nous parler de rapports inégaux entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ce qui vous arrive n'est que le résultat de votre culture, de votre fonctionnement, etc. On voit bien en quoi ce courant afro-pessimiste, ce n'est pas un hasard s'il intervient aujourd'hui, s'il se développe aujourd'hui. Il se développe aujourd'hui parce que l'Afrique est le terrain de bataille des grandes puissances, plus que jamais, sinon on n'aurait pas eu ces dernières guerres et l'ensemble des guerres que nous avons aujourd'hui. Il est donc important, pour comprendre cette phase des rapports entre le Nord et le Sud, de savoir, ça vient après quoi? C'est l'héritage de quoi? Et donc, on va faire un peu d'histoire, si vous voulez bien. En commençant par un premier élément dans l'histoire, c'est bien d'avoir en tête que depuis 1492, c'est une date qui doit vous dire quelque chose, un certain Christophe Colomb arrive aux Amériques. Depuis 1492, l'histoire du monde est devenue unique. Auparavant, on pouvait avoir des histoires différentes. Mais depuis 1492, depuis que par la violence, il y a eu l'extension de l'Occident au reste de la planète, eh bien l'histoire est devenue unique. Autrement dit, on ne peut pas comprendre la richesse ici si on ne prend pas en compte la pauvreté là-bas.
On ne peut pas comprendre le développement industriel du XVIIIe et XIXe siècle ici, si on ne prend pas en compte les destructions là-bas. C'est une histoire unique, une histoire en interaction, et oublier cette dimension-là ne permet pas de comprendre le fonctionnement du monde. Alors, si on a ça en tête, eh bien du coup, on peut essayer d'aller un peu plus loin dans les points de repère. Aux origines, il y a la conquête des Amériques et l'esclavage. Et d'avoir en tête que jamais le développement industriel n'aurait pu avoir lieu en Europe s'il n'y avait eu cette destruction de civilisation entière et cette chosification de l'être humain qu'a été l'esclavage, la transformation en marchandise. L'esclavage n'est pas le résultat d'une méchanceté de l'être humain. L'esclavage n'est pas un atavisme de l'être humain. L'esclavage n'est pas dans la nature humaine. C'est une production de nos sociétés à un moment donné parce que ça servait certains intérêts. Et c'est important de l'avoir en tête, sinon on va se dire, du coup, le racisme c'est dans la nature humaine, tout ça, donc on ne peut rien y changer. Non, non, on peut les dater historiquement et on peut comprendre pourquoi ça apparaît à ce moment-là. Sans l'existence de l'esclavage, et je vous rappelle que les premiers esclaves ont été les Indiens, ça montre bien la continuité. Sans l'esclavage, les conditions de ce qu'en économie on appelle l'accumulation primitive n'auraient pas pu avoir lieu. Autrement dit, pour que la révolution industrielle arrive dans un pays, il faut une masse d'investissement qui n'était pas disponible en Europe et qui a été obtenue par le massacre de civilisations entières, par la destruction des civilisations amérindiennes, puis après par l'esclavage. Donc, si nous voulons comprendre les liens entre l'Afrique et l'Europe, eh bien, il y a déjà des dimensions. L'Europe a une dette historique. On parle beaucoup du remboursement de la dette. Oui, il y a une dette. Et je pense qu'un jour, il faudra que l'Europe, qui a un développement industriel que n'ont pas d'autres pays, se pose la question du remboursement de sa dette. Donc moi, je suis pour le remboursement de la dette, mais pas la même. Depuis ce temps-là, je le disais tout à l'heure, les deux histoires sont liées. Le développement ici est lié au sous-développement là-bas. La richesse ici n'est que l'autre face de la pauvreté là-bas. Comment cela a-t-il été possible? Pour que cela soit possible, eh bien, il faut une violence totale. Il faut une violence multiforme. Parce que, bien entendu, pour que ça soit possible, il faut produire deux choses. Il faut produire, premièrement, du côté des peuples qui vont être mis en esclavage, il faut produire un sentiment d'infériorité. Et c'est pour cela que ça a été aussi brutal, aussi violent. Même un esclave qui ne se révoltait pas, on pouvait le fouetter à longueur de journée, etc. On peut dire qu'il n'y avait pas besoin d'aller jusque-là. Non, non, il y avait derrière cela cette idée qu'il faut qu'il se considère comme inférieur. Et malheureusement, ça a fonctionné. Ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Sortir du complexe d'infériorité produit par la domination, c'est un travail. C'est un travail, c'est pas tout seul. On intériorise cela. À l'époque coloniale, on va reproduire ça avec le Maghreb, on va reproduire ça avec d'autres peuples qui n'avaient pas été mis en esclavage. Mais il faut une seconde chose. Il faut faire intérioriser dans les peuples du pays qui a été maître, des pays qui ont esclavagisé, il faut faire intérioriser un complexe de supériorité. Et ça fait partie de l'histoire des sociétés européennes. Par la chanson, par les livres scolaires, par les films, par les contes, par les zoos. On faisait venir des gens d'Asie, d'Afrique, et on les mettait dans des zoos ici, et il y a eu près de 30 millions de Français qui ont été voir ces zoos, en famille, le dimanche. C'est dire qu'on a, petit à petit, fait intérioriser ce sentiment de supériorité. Alors vous êtes les meilleurs de France, donc vous êtes épargnés de cela, on va parler des autres, mais personne ne peut dire qu'il est entièrement libéré de cela. Il y a des réflexes, et il ne faut pas être culpabilisé avec ça, il faut juste en avoir conscience pour s'en libérer. Il y a des réflexes qui vont vous pousser à ne pas, spontanément, pouvoir vous considérer à l'égal de votre concitoyen parce qu'il est noir, de votre concitoyen parce qu'il est arabe, et sans vous en rendre compte, en croyant bien faire. C'est ça l'héritage qui va expliquer pourquoi on a pu aller si loin dans l'inégalité en tant que système. Bien sûr, pour que cela soit possible, il a fallu inventer le racisme,
Et le racisme, je vous le disais tout à l'heure, lui aussi a une histoire. Il ne date pas de la nuit des temps. Dans le passé, il y avait des guerres, il y avait des conflits, mais jamais nous n'avions eu une civilisation qui avait pensé l'idée d'une hiérarchie entre les êtres humains. Là, on a eu une théorisation d'une hiérarchisation des êtres humains entre inférieurs et supérieurs. C'est le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe siècle, dans lequel on va avoir des scientifiques, des soi-disant scientifiques. Hein, la science est toujours le reflet de sa société. C'est pour ça que c'est bien les scientifiques, mais en même temps, ce qu'ils disent n'est pas de l'homme. Il faut le relier à l'état de leur société. Qui, comme leur société avait besoin de théorisation raciste, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mesuraient les crânes des Noirs, des Arabes, pour montrer que le crâne du Blanc était d'une capacité plus importante. Et on a, ceux qui ne sont pas convaincus, allez sur Internet, tapez crânologie, vous allez voir, vous êtes effarés du nombre de recherches, du nombre de débats, de conférences, d'échanges qui se faisaient sur la supériorité crânologique du Blanc. Et par des grands scientifiques. C'est dire que le racisme, hein, c'est pas une méchanceté, c'est une invention des sociétés à partir de centres d'intérêt qui vont avoir lieu. Alors ça va durer pendant plusieurs siècles, mais ça va bien entendu provoquer un certain nombre de révoltes, de désaccords. D'abord, il n'y a jamais eu soumission à l'esclavage. Il y a toujours eu résistance. Et les résistances ont pris de multiples formes. Résistance au moment de la capture, puisque ceux qui avaient capturé les esclaves parlaient comme si c'était des animaux, on les capturait. Résistance sur le chemin qui menait sur les embarcations. Révolte sur les bateaux. Et puis arrivé sur place, une multitude de formes de révolte. On brûlait le bétail du maître, on empoisonnait son bétail, on faisait déclarer des feux, on s'enfuyait en famille pour avoir une vie libre, c'était les marrons, etc. Bref, l'esclavage, au bout d'un certain temps, avec le marronnage, avec les révoltes, avec les sabotages, eh bien, était devenu une réalité qui était beaucoup moins rentable que par le passé. Et puis, il y avait toujours, depuis l'indépendance d'Haïti, cette peur que les esclaves viennent égorger tous les blancs. D'un seul coup, parce que les gens savaient très bien l'injustice et l'inégalité qui étaient en cours. Eh bien, c'est à ce moment-là, quand ce premier système d'oppression et d'extraction du travail des gens, du vol du travail des gens, quand il commence à devenir plus difficile, quand les révoltes menacent de tout faire exploser, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une transition, non pas à l'égalité, mais une transition vers une nouvelle forme de domination. Un nouveau visage de la domination internationale. Ça va être le colonialisme. Le colonialisme prend le relais de l'esclavage. Mais avec exactement les mêmes fonctions. Faire venir des richesses qui viennent du Sud pour le bénéfice des économies du Nord. C'est exactement le même processus qui va se mettre en place. Là aussi, pour que cela soit possible, il est nécessaire d'être dans une violence importante. Pourquoi? Parce que pour extorquer des richesses dans le Sud, il faut détruire les sociétés du Sud. Et en particulier, il faut détruire les modes d'organisation économique de ces sociétés. C'est pour ça que ça soit l'Angleterre, que ça soit la France, qui ont des modèles différents de colonialisme. Mais il y a un point commun. Tous les colonisateurs ont attaqué les propriétés collectives de terre qu'avaient les tribus. Dans l'essentiel de l'Afrique, du Maghreb jusqu'au Cap, la terre était propriétaire collective des tribus. Avec des formes d'organisation très différentes. Au Maghreb, chaque année, on regardait le nombre d'enfants qui étaient nés pour redistribuer les parcelles. Dans d'autres endroits, c'était la propriété collective complète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parcelles, c'était le village entier qui travaillait au Ghana, en Guinée, etc. Donc, en fonction du lieu, il y avait des modes de gestion différents, mais il y avait un principe, qui était la propriété collective de la terre. Le colonialisme va venir détruire cette propriété collective, mettre en avant la propriété individuelle. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir ensuite l'acheter, voire la confisquer en cas de révolte. Et comme les gens se sont révoltés contre le colonialisme, eh bien, on a décidé, pour les punir, donc il y a des tribunaux qui disaient, les terres de telle tribu sont désormais confisquées. Et voilà des milliers d'hectares
pas n'importe lesquels, qui sont confisqués. 1871, grande révolte anticoloniale en Algérie, la révolte d'El-Mokrani, ceux qui vont être arrêtés vont être envoyés en Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça que vous avez des descendants d'Algériens en Kanaki. Eh bien, cette grande révolte va se traduire par la loi du séquestre, c'est-à-dire qu'on séquestre, il y a une loi qui dit on prend des milliers d'hectares aux tribus insurgées pour les donner aux colons. Bien entendu, ça provoque une clochardisation de la société, des sociétés qui auparavant vivaient de manière autosuffisante, qui ne connaissaient pas la famine, qui ne connaissaient pas le fait de mourir de faim, eh bien deviennent des sociétés paupérisées. Donc, cette atteinte à la terre, alors vous verrez que si j'en parle, c'est qu'aujourd'hui, avec d'autres méthodes, eh bien, c'est en train de se rejouer également. Cette atteinte à la terre, eh bien, elle est particulièrement violente. Le colonialisme lui-même va se fissurer. Il va se fissurer par un certain nombre d'événements. Premier événement qui va fissurer le colonialisme, c'est le fait qu'il y a un mythe qui a été diffusé dans toute l'Afrique et en Asie. Il y a un mythe qui va s'effondrer, qui est le mythe de l'invincibilité de l'homme blanc. Et il va s'effondrer comment? Mais il va s'effondrer du fait des guerres mondiales. Les pays européens sont dans une vraie contradiction. D'un côté, ils ont été dire à tous leurs colonisés, pour que leurs colonisés acceptent la domination, que le blanc est supérieur, qu'il est invincible. Et de l'autre, il a besoin de soldats pour faire la guerre. Et donc il fait appel à des soldats indo-chinois, à des soldats d'Afrique subsaharienne, à des soldats du Maghreb, les fameux tirailleurs. Il fait appel à eux. Mais qu'est-ce que voient ces soldats? Et qu'est-ce qu'ils racontent en rentrant au village? On a un certain nombre de romans, si vous voulez des références, je peux les donner, mais il y a des très beaux romans qui ont été écrits par des anciens tirailleurs. Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais ils racontent, on a vu les blancs pleurer, ça pleure comme nous. On a vu les blancs fuir, ça fuit comme nous. On a vu les blancs être lâches, comme nous aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas une supériorité, etc. Et ça va être une graine de révolte après, puisque c'était cette impression d'une force militaire, d'une force invincible du blanc qui faisait qu'il y avait qu'il n'y avait pas de révolte plus importante. Un second événement qui va venir fissurer ce colonialisme, ben, ça va être la révolution bolchevique en URSS. Pourquoi ça va venir fissurer? Non pas que les habitants d'Afrique et d'Asie soient communistes et soient bolcheviques, non, c'est pas ça. C'est que à cette époque-là, eh bien, l'Union soviétique, la toute nouvelle Union soviétique, met en avant l'idée de l'indépendance des colonies. Et quand vous lisez, donc je vais faire un peu de pub, lisez mon dernier livre sur les figures de la Révolution africaine, quand vous lisez qu'au fin fond du Ghana, des gens disaient, ça ne savait même pas c'était où l'URSS, ça ne savait même pas c'était quoi la Révolution, je disais, il y a un pays de blancs qui est pour l'indépendance. Cette idée même-là, elle commençait à dire, mais c'est possible, il y a de l'espoir qui apparaissait, il est possible de sortir de cette nuit coloniale. Et elle va également se transformer par l'immigration. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une série de travailleurs immigrés, donc on va faire appel à eux ici, sauf qu'en arrivant ici, eh bien, ces travailleurs immigrés vont être en contact d'un certain nombre de mouvements syndicaux, donc un certain nombre de mouvements politiques, etc., et vont pouvoir lire des livres qui étaient interdits dans les colonies, et donc vont pouvoir découvrir des réalités qu'on leur cachait là-bas. Souvent, les premiers militants nationalistes qui se battent pour l'indépendance sont des militants qui viennent de l'immigration. Mais Salih Hadj pour les Algériens est celui qui fonde l'étoile nord-africaine. Ho Chi Minh était dans l'immigration pour le Vietnam, et je pourrais en citer plein d'autres. La plupart de ceux qui enclenchent l'organisation de mouvements nationalistes ont été formés ici par la vie militante, etc. Autre élément de fissure, la Seconde Guerre mondiale. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, de quoi se rendent compte les colonisés? C'est quoi, en réalité, que l'occupation nazie de la France? C'est le colonialisme entre blancs. Jusqu'à présent, quand le colonialisme, c'était des blancs qui colonisent comme logique. Mais là, voilà des blancs qui colonisent d'autres blancs. Il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus rien de logique. C'est pas moi qui le dis, c'est Aimé Césaire qui l'a très bien décrit
en disant mais là, il y a quelque chose en termes de contradiction qui nous a poussé tous à grandir. Les mêmes qui justifiaient tout par la hiérarchie des races se retrouvent entre eux à se coloniser. Et surtout, ils voient l'ampleur, et heureusement qu'il y a eu ça, l'ampleur des prises de position et des réactions contre les nazis. Et tous les écrits qui vont avoir lieu à ce moment-là, tous les écrits du mouvement antifasciste, disant le nazisme c'est scandaleux, ça nie l'être humain, etc. Sauf que, nous dit Césaire, nous quand on lisait ça, on se disait quoi? Mais il faut qu'ils aillent plus loin, il faut qu'ils le disent pour nous aussi. Parce que ce qui est écrit là, de ce que les nazis font aux Français, aux Belges, etc., c'est ce que nous, l'armée coloniale, nous fait tous les jours chez nous. Et les discours de liberté et d'indépendance nationale contre l'occupation des nazis. Eh bien, mais Césaire nous dit, mais nous, on se disait, mais pourquoi c'est valable ici et pas là-bas? Et donc la Seconde Guerre mondiale va être inévitablement un moment dans lequel ce pourquoi on s'est battu ici, il va avoir l'exigence que ça sera généralisé. Et puis on va avoir les premières indépendances en Asie. Avec un phénomène que personne n'attendait du côté des dominants, de ceux qui dirigent l'économie ici. Tout le monde pensait que les Asiatiques allaient prendre leur indépendance et se taire. Et abandonner les Africains à leur sort. Et là, on a eu quelque chose de particulier. On a eu Bandung. On a eu des Asiatiques qui disent, mais nous on est indépendants, mais il y a encore nos frères d'Afrique qui sont dominés. Et on a eu un mouvement de solidarité entre anciens colonisés et colonisés actuels, extrêmement important. Nous fêtons cette année, je vous conseille si vous avez encore du courage, de faire une initiative là-dessus. Nous fêtons cette année, c'est l'anniversaire de la tricontinentale, 1966, dans lequel des mouvements sociaux d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine se sont regroupés pour coordonner leur lutte pour leur émancipation. Et tout ça, c'est le résultat de cette période-là. À Bandung, on a l'Asie qui dit à l'Afrique qu'il est hors de question d'être égoïste et qu'elle peut compter sur son soutien. Bien sûr, les nouveaux pays asiatiques ne vont pas envoyer des militaires pour libérer l'Afrique, mais ce simple sentiment d'anticolonialisme à développer va être important. Ensuite, on va avoir Dien Bien Phu. C'est-à-dire que pour la première fois, dans l'histoire des pays colonisés, un peuple bat militairement son occupant. Ça va être un véritable séisme par rapport au sentiment d'infériorité ou d'invincibilité de l'armée coloniale. Ça va être un véritable séisme. À Tunis, en Tunisie, on invente un tagine Dien Bien Phu. Au Ghana, les femmes africaines inventent une coiffure, la coiffure de Dien Bien Phu. Les gens se font des habits avec des Dien Phu. Et donc, dans toute l'Afrique, on a cette idée, mais il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, là, qui nous concerne. D'accord, c'est loin l'Asie, mais ça nous concerne, et c'est aussi notre victoire. Et donc là, il y a un sentiment qui se met en place. On voit bien que là, la traînée de poudre, elle va être extrêmement importante. Et juste après Dien Bien Phu, et ceux qui l'ont vécu, l'ont écrit, juste après Dien Bien Phu, on a le déclenchement de la guerre de libération nationale en Algérie, le 1er novembre 1954. Et qu'est-ce que disent un certain nombre de leaders qui ont déclenché la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954? Ils disent, d'accord, on y pensait, mais c'était Dien Bien Phu qui nous a poussés. Ça a été, c'est possible, ils l'ont fait, on va le faire. Et donc on voit bien comment l'histoire du monde est reliée, non seulement l'histoire d'ici et des colonies, mais l'histoire entre colonies, et que c'est ça qui va amener le colonialisme à commencer à penser, c'est-à-dire que les puissances coloniales vont commencer à se dire, il faut qu'on prépare un troisième modèle. Il y a eu l'esclavage, il y a eu le colonialisme, il faut qu'on commence à théoriser, à mettre en place, à concevoir un troisième système de dépendance et de domination. Ça va être le néocolonialisme. Pour le dire rapidement, et j'y reviendrai un peu plus tout à l'heure, le colonialisme, c'est lorsqu'on a une indépendance formelle. On a un drapeau, on a un hymne, mais tout le reste, on a des ministres, qui prennent beaucoup de gros salaires, on a des châteaux, etc. Mais on n'a pas de réelle indépendance économique. Les décisions sont prises à Paris, Londres, Washington, et les pays du Sud bien l'appliquent. Alors, ça va être d'ailleurs, ce nouveau visage que le néocolonialisme avait des antécédents, mais pas en Afrique, pas en Asie,
les antécédents, ils dataient d'un siècle. Ils dataient de l'Amérique latine. Parce qu'en Amérique latine, les indépendances, c'était il y a un siècle. Et ils se sont aperçus qu'un siècle après, leur économie, bien, ils n'avaient pas pris sur elle. Que c'était de nouveau des décisions de grands groupes ou d'États extérieurs qui prenaient les décisions qui avaient des conséquences sur la vie quotidienne des peuples d'Amérique latine. Donc avec cet antécédent, eh bien, comme dit un grand monsieur qui s'appelle Mehdi Ben Barka, qui était celui qui a préparé toute la tricontinentale en 66 et qui a été assassiné, donc qui n'a pas pu y participer. Ben Barka nous dit, eh bien, c'est en regardant l'Amérique latine que les pays européens se sont dit, on va faire la même chose en Afrique. On va donner des indépendances formelles, on va produire des indépendances, mais en réalité avec des mécanismes de dépendance économique extrêmement puissants. Alors ça a connu plusieurs étapes. Première étape, 1956, j'ai parlé de l'histoire française, on pourrait regarder du côté de l'Angleterre, c'est la même chose. Hein. Mais en 1956, en France, on a De Gaulle, donc c'est après Dien Bien Phu, c'est la peur que les autres peuples colonisés prennent les armes comme les Vietnamiens et fassent la même chose, qui est de dire, alors que pendant, y compris après 1945, y compris après la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle disait la colonisation, on n'y touche pas, on ne peut pas y toucher. Là, brusquement, c'est de Paris qu'on vient dire, non, mais il faut qu'on passe à l'autonomie interne. Autrement dit, il y aura un certain nombre de ministères qui seront donnés à des nationaux, et le reste sera à Paris. Lesquels? L'économie, la défense, les affaires étrangères. C'est des petits ministères, bien sûr. Hein. Et pour bien comprendre pourquoi on tenait tant à cette dépendance, je voudrais vous citer deux phrases. Une première phrase qui est de François Mitterrand. François Mitterrand, il faut connaître son histoire. C'est un des colonisateurs les plus pires. C'est une des personnes qui a ordonné la décapitation, enfin la guillotine pour un nombre incroyable de résistants algériens. Voilà ce que dit François Mitterrand en 1957. Sans l'Afrique, il n'y aura pas d'histoire de France au XXIe siècle. Autrement dit, ce qu'avoue l'ami François Mitterrand, c'est que le projet de société est basé sur le pillage. Il ne conçoit pas une France qui ne soit pas basée sur le pillage de l'Afrique. C'est ça qu'il dit. Parce qu'on pourrait dire, ben, comment on fait pour que notre économie se développe sans piller, etc. Non, là, il n'y a pas d'histoire sans l'Afrique. Donc ça veut dire qu'on est bien là sur cette dépendance. Ça c'est la première phrase. Et la seconde phrase qui va expliquer pourquoi ça arrive à ce moment-là. Donc rappelez-vous, Dien Bien Phu, le 1er novembre 1954 en Algérie, c'est Gaston Defferre, un autre socialiste. Ils ont été très présents dans la colonisation des socialistes. Hein. Voilà ce qu'il dit. Et aujourd'hui, ils sont pour le Mali, la Centrafrique, la Syrie. Oui, ça a commencé aussi beaucoup plus tôt que Mitterrand, avec Jules Ferry. Bien sûr, oui. Jules Ferry, l'autre nom de M. Jules Ferry, M. Tonquin. Absolument. Qui votait la même chose à l'Assemblée nationale que les adieux de Giscard d'Estaing, le lobby colonial. Absolument. Absolument. Voilà ce que dit Gaston Defferre en 1956. Ne laissons pas croire que la France n'entreprend des réformes que lorsque le sang commence à couler. Autrement dit, il faut faire des réformes maintenant pour qu'ils pensent qu'on est vraiment pour la fin de la colonisation ou pour un autre système de rapport. Et ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'il va y avoir un monsieur. Alors, d'abord, ils vont trouver des marionnettes dans beaucoup de pays d'Afrique qui vont accepter ça. Et il y en a un qui va refuser. C'est Sékou Touré, qui va dire en 1958 un nom retentissant. C'est donc de Guinée. Voilà ce qu'il dit. Donc il refuse. En disant, nous, c'est l'indépendance qu'on veut, ça n'est pas l'autonomie. Et il dit la chose suivante. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Autrement dit, les menaces que faisait Paris pour que les gens acceptent d'abandonner l'idée d'une indépendance réelle pour simplement l'idée d'une autonomie interne, eh bien c'était qu'ils allaient asphyxier l'économie des pays indépendants. Ça va être la mise en place pour tous les pays qui vont accepter la mise en place du néocolonialisme. En fait, le nom que ça va prendre, c'est le nom de coopération.
Il y en a un qui ne comprenait pas. Tous les autres chefs d'État fantoches, pantins qui ont été trouvés, qui ont été mis là, etc., souvent après avoir assassiné des grands leaders de chacun des peuples, eh bien, chacun avait compris qu'il fallait faire semblant que les choses changeaient. Il y en a un qui n'avait pas compris. C'était le président du Gabon. Lui, il disait non, non, moi je ne veux pas de l'indépendance, je ne veux pas de l'autonomie, je veux rester colonie. Voilà. Ça posait problème pour De Gaulle. Et voilà ce que va lui dire Michel Debré le 15 juillet 1960, pour qu'il comprenne bien que c'est bon, en fait, voilà. Il lui dit, on donne l'indépendance à condition que l'État s'engage, une fois indépendant, à respecter les accords de coopération signés antérieurement. Donc c'est très clair, on vous cadenasse avec les accords de coopération, et après vous avez l'indépendance. Et il continue, au cas où vous ne pouvez pas comprendre, quasiment en parallèle, avant colonie, maintenant indépendance et coopération. Donc on a bien là la transformation d'une dépendance directe par une armée présente à une domination par des mécanismes, des structures qu'on va mettre en place, etc. Alors c'est quoi que ces différents mécanismes? D'abord on va imposer, j'y reviendrai, je vais juste le citer, j'y reviendrai après un peu plus en détail, on va imposer une monnaie, le franc CFA, qui est une monnaie de pillage, qui est une monnaie de dépendance complète. C'est-à-dire que les pays d'Afrique subsaharienne qui ont accepté le franc CFA, qui étaient dans ces accords de coopération, eh bien, sont des pays qui dépendent pour leurs finances, dépendent pour le taux même de leur monnaie, de Paris. C'est Paris qui décide du taux de change. Tous les pays des anciennes colonies qui l'ont refusé ont été soumis à des pressions, à des menaces. Parfois, des coups d'État ont été organisés. Quand Modibo Keïta refuse, décide, dit je vais sortir du franc CFA, en particulier parce qu'il voyait que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie s'en sortaient avec des monnaies nationales, donc quand il a dit mais nous on n'a rien à gagner au franc CFA, coup d'État. Assassinat après, un an après. Si vous regardez de près tous les pays dans lesquels il y a le franc CFA, écoutez à chaque fois que vous entendez assassinat d'un dirigeant ou d'un leader, etc., regardez sa position sur le franc CFA. Généralement, vous verrez que c'était quelqu'un qui était opposé et qui demandait une monnaie nationale. Seconde dimension des accords de coopération. J'expliquerai un peu plus dans le détail le franc CFA juste après. Hein. Seconde dimension des accords de coopération. L'accord de privilèges douaniers pour les entreprises françaises. C'est-à-dire que les entreprises françaises ne sont pas soumises aux mêmes droits de douane que les autres entreprises. Pas soumises aux mêmes droits de douane que les entreprises des concurrents. Autrement dit, le pays indépendant ne peut même pas jouer sur la concurrence, sur la baisse des prix liés à la concurrence entre la Belgique et la France ou la France et les États-Unis, puisqu'il y a un privilège douanier pour les entreprises françaises. Troisième dimension, la liberté totale de transfert des bénéfices. C'est-à-dire que l'État ne peut même pas décider, écoutez, vous gagnez de l'argent ici, il y a tel pourcentage qu'il faut réinvestir ici. Il y a liberté de transfert des bénéfices. Interdiction de nationaliser, ou limite à la nationalisation. Tout ça, c'est dans les accords de coopération. C'est des engagements qu'on prend, et qui vont donc être signés avant les indépendances, qui vont déterminer les indépendances et qui vont être poursuivis après. Maintien de la présence militaire. Donc on voit bien que ces accords de coopération sont en réalité une colonisation indirecte. Il y a le colonialisme qui est de la colonisation directe, le néocolonialisme, c'est de la colonisation indirecte. Voilà comment Xavier Verschave, qui est sans doute celui qui a le plus aidé à cette prise de conscience sur ce qu'était la France-Afrique, voilà comment il résume les choses. Les pays francophones du sud du Sahara ont été à leur indépendance emmaillotés dans un ensemble d'accords de coopération politique, militaire et financière qui les ont placés sous tutelle. Autrement dit, tous ces accords empêchent ces pays de prendre des décisions correspondant à l'intérêt de leur peuple. Parce que bien sûr, ces accords contraignent ces pays à prendre des décisions qui correspondent aux intérêts de l'économie française, de l'économie européenne, et non pas des besoins de leur peuple. Alors, quelles sont les formes que prend le néocolonialisme? Alors, il y a un auteur incontournable qui est malheureusement plus assez connu et qui est plus lu. Moi, je me bats pour qu'on le relise,
qui est Kwame Nkrumah, donc qui est des grands dirigeants panafricains, qui, dans son livre Le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme, définit le néocolonialisme de la manière suivante. L'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui est assujetti et théoriquement indépendant possède tous les insignes de la souveraineté sur le plan international. Mais en réalité, son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur. Alors, quelle forme ça prend? D'abord, première dépendance, la dépendance économique. Je voudrais donner 3 exemples. Premier exemple, donc des exemples contemporains. D'ailleurs, ce qui est assez amusant dans la période actuelle, alors le mot amusant n'est pas tout à fait le bon terme, mais j'avoue que j'ai envie de taquiner un certain nombre de militants ici, en Europe, c'est que aujourd'hui, on a les mêmes choses qui étaient appliquées à l'Afrique qui commencent à être appliquées ici. Et on a des prises de conscience. Mais dans les années 70, quand ça s'appliquait à l'Afrique, personne ne disait rien. Ce qui est arrivé à la Grèce, c'est ce qu'on a fait en Afrique dans les années 70. Absolument. Alors, voilà. Trois exemples. Premier exemple, le franc CFA, quelques mots de complément. Dans le principe du franc CFA, la France garde un droit de veto sur l'émission monétaire. C'est elle qui décide de la quantité de monnaie qui va être produite. Les avoirs sont contrôlés par le Trésor français. C'est-à-dire que les richesses du Mali sont contrôlées en France. L'or malien est dans la Banque de France. C'est ça que ça veut dire. Troisièmement, les décisions de dévaluation ou de réévaluation de la monnaie sont prises par la Banque centrale française et maintenant la Banque centrale européenne. Alors, il faut que vous ayez en tête concrètement ce que ça veut dire. Dans les années 90, une décision est prise en France. D'évaluation de 50% du franc CFA. Vous savez ce que ça veut dire concrètement? Le lundi, je pouvais m'acheter 10 kilos de bananes pour nourrir la famille, bananes plantains. Ça c'est le lundi. Le mardi, je peux en acheter que 5. Le pouvoir d'achat a diminué du jour au lendemain de 50%. Imaginez-vous ici, sur une décision qui vient d'ailleurs, votre salaire soit diminué par 2, par une décision qui vient de Paris. C'est ça, le franc CFA. Et quand les mouvements syndicaux, progressistes, là-bas se battent pour que le franc CFA s'arrête, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'écho ici et qu'il n'y ait pas suffisamment de gens qui connaissent pour pouvoir soutenir et pouvoir faire connaître leur position. Avec une telle puissance d'influence, vous imaginez que les décisions qui sont prises au niveau économique, on va les prendre en fonction des intérêts des entreprises françaises et non pas en fonction des intérêts des peuples de ces pays. Alors que là-bas, on aurait besoin de diversifier l'agriculture, on va encourager un pays à faire qu'une production, l'huile d'arachide, tu fais que ça. Parce que ici, ça correspond aux besoins des gens. Alors que lui aurait besoin de développer une diversité pour que son population, en cas de sécheresse, en cas de difficulté, ne meure pas de faim. Si je dis ça, vous comprendrez la colère, c'est que toutes les famines qu'on a connues en Afrique n'ont rien, je vais être provocant, c'est pousser la logique jusqu'au bout, n'ont rien à voir avec la sécheresse. Il y a des sécheresses en Californie, ça ne débouche pas sur la famine. Et donc il faut se poser la question sur, quand il y a des sécheresses en Afrique, comment ça se fait que ça débouche sur la famine? Eh bien, c'est le mode de réaction possible à la sécheresse et donc les moyens qu'a un État pour réagir. Second, je le dis parce que malheureusement, je vais vous inquiéter un peu et vous appeler à une vigilance très forte sur mon dernier exemple, parce que c'est à venir. Et j'annonce des centaines de milliers de morts en Afrique si nous ne sommes pas capables d'avoir une conscience mondiale et de bouger sur les décisions qui sont en train d'être prises maintenant. Second exemple, les plans d'ajustement structurel. La logique est la suivante. Elle s'est répétée dans quasiment tous les pays d'Afrique. On va inciter les nouveaux pays à l'endettement. On va leur dire, allez-y, vous pouvez pour votre développement emprunter. Ne vous inquiétez pas, la Banque mondiale, elle est faite pour ça.
Vous inquiétez pas, nous on est là pour vous aider, on est sorti du colonialisme après tout, donc on est là pour vous aider, etc. Il va y avoir une série d'incitations d'endettement, comme un certain nombre de chefs d'État avaient été placés par les puissances européennes, eh bien ils ont joué le jeu, ils se sont endettés. Et comme les endettements étaient à des taux très élevés, eh bien le service de la dette, l'intérêt, va très vite devenir une part importante, un pourcentage important du produit intérieur brut. Et là, ces États vont se retrouver dans une situation dans laquelle ils sont contraints. Pour rembourser, même pas la dette, pour rembourser l'intérêt de leur dette, ils doivent de nouveau emprunter. Ceux qui ont du mal à comprendre ce mécanisme économique, regardez autour de vous, vous avez ça, hein. La personne qui a pris un crédit, comment ça s'appelle, à Sofinco, là, elle a pris un crédit à Sofinco, puis après elle se retrouve, elle doit trop rembourser, puis elle prend un crédit à côté pour rembourser ça, et puis c'est la boule de neige. Jusqu'au moment où ils sont pris à la gorge, et où maintenant qu'ils ne peuvent plus se passer de crédit, qu'ils ne peuvent plus ne pas emprunter, qu'est-ce qu'on va leur dire? Les prêts sont désormais conditionnés. Il y a des conditionnalités politiques aux prêts. Ça ne vous rappelle pas la Grèce, là, ce qu'on a fait avec la Grèce? C'est exactement la même chose. Le problème, c'est qu'en Afrique, ça a tué. En Grèce, ça a créé de la pauvreté, ça tue. Mais en Afrique, ça a tué des dizaines de milliers de personnes. C'est-à-dire que c'est à la fois la même chose et à la fois, nous ne sommes pas dans le même niveau de gravité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut accepter. Hein. Alors, c'est quoi ces conditions? C'est ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel. Les conditionnalités ont été les mêmes, on les a appliquées partout. Dès qu'un pays demandait, on lui disait, il faut libéraliser le commerce. Non, ouvrir les frontières pour que les entreprises étrangères puissent venir vendre leurs produits. 2, il faut faire des économies sur les services publics. On croirait entendre vaste aujourd'hui. Il faut faire des économies sur les services publics. C'est ce qui va amener l'Afrique de passer d'une période, quand on nous dit les indépendances ont été un échec, il faut, méfiez-vous de cela, de la période 60-70, tous les pays d'Afrique connaissent une amélioration. Les gens vont plus à l'époque qu'à l'époque coloniale. Les gens accèdent à la nourriture plus qu'à l'époque coloniale. C'est-à-dire que cette période-là, cette première décennie, est une décennie, parce qu'il y avait des luttes, etc., est une décennie de progrès dans lequel il y a des services publics qui se mettent en place, il y a les universités qui se construisent, etc. Le sentiment d'échec, il vient parce que on confond cette première période et la seconde, qui va être celle des plans d'ajustement structurel, justement. Et où là, eh bien, on va imposer, les États vont détruire les hôpitaux, vont détruire les écoles, vont privatiser leurs services d'eau. Et ici, on va avoir la Lyonnaise des Eaux qui va acheter l'eau du Sénégal, qui va acheter, pas l'eau, le service de diffusion de l'eau du Sénégal. Voilà, ça a été ça concrètement les plans d'ajustement. On va également exiger que les États cessent de soutenir les produits de première nécessité. C'est-à-dire dans un certain nombre de pays d'Afrique, justement, en héritage de la colonisation et de la souffrance de la colonisation, eh bien les États finançaient, payaient une partie du prix des produits de première nécessité. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, l'État payait une partie de l'huile et de la semoule pour que les gens qui n'avaient pas beaucoup de revenus puissent y accéder. Dans d'autres pays d'Afrique, on payait l'huile, le maïs, le sorgho, en tout cas une partie du prix. Les marchandises étaient vendues en dessous de leur prix pour que les plus pauvres puissent y accéder. Parce que le combat anticolonial, c'est aussi un combat pour plus d'égalité. Et donc ils étaient obligés de prendre en compte cette aspiration-là. Eh bien, on va exiger que les États cessent de financer ces produits de première nécessité en disant c'est de l'argent public. Il faut faire des économies sur les dépenses publiques. Ça va provoquer les premières émeutes de la faim. Hein. Les premières révoltes de la faim viennent de là. Elles viennent de cette disparition-là. Bref, les plans d'ajustement structurel des années 70, ça n'a rien été d'autre que du pillage de pauvres. C'est-à-dire que non seulement ces pays, ces populations étaient pauvres, mais c'est sur leur pauvreté qu'on a été renfloué l'économie mondiale. Troisième exemple actuel, l'accord de partenariat économique que l'Europe tente de faire signer à chacun des pays d'Afrique. Il y a actuellement un grand mouvement de contestation qui essaie de se coordonner dans la plupart des pays d'Afrique. Et donc il y a une coordination qui est en train de se mettre en place
avec des syndicats, avec des associations villageoises, etc., pour refuser les accords de partenariat économique que, bien entendu, un certain nombre de chefs d'État considèrent qu'ils doivent signer. Qu'est-ce que c'est des accords de partenariat économique? Eh bien, c'est tout simplement de mettre comme condition pour pouvoir continuer à exporter vers l'Europe. Alors vous imaginez quand même la perfidie. On a, par les accords de coopération, amené ces États à produire des choses qu'ils ne peuvent qu'exporter. Les Sénégalais ne vont pas commencer à manger de l'arachide matin, midi et soir. Hein, ils produisent beaucoup trop d'arachide, et donc ils ne peuvent que les exporter, et après on leur dit, mais pour pouvoir les exporter, eh bien, il y a un certain nombre de conditions. Et ces conditions, c'est quoi? C'est la suppression de toute fiscalité nationale. C'est-à-dire la mise en concurrence totale du petit paysan, par exemple, qui travaille sa petite parcelle pour aller vendre au marché. On va mettre en concurrence ça avec les groupes agroalimentaires, les multinationales agroalimentaires. On va mettre en concurrence le petit artisan qui fabrique des chaussures et qui arrive à vivre de ça avec la grande entreprise multinationale de chaussures. C'est-à-dire qu'on va supprimer toutes les protections qui existaient, soit pour la petite entreprise, soit pour la petite paysannerie, soit même pour des entreprises plus grandes, mais qui étaient nationales. Ça, c'est cette idée d'une concurrence absolue, et dans lequel on va venir dumper, on va venir imposer les produits européens. On le sait avec le blé, hein, les Européens l'ont fait avec le blé. Ils ont vendu leur blé à perte pour ruiner des producteurs de blé, et après qu'ils soient contraints, que ces pays soient contraints d'acheter du blé. Dans les accords de partenariat économique, c'est ça qu'on essaye d'imposer. Si c'est ça, si ça se met en place, bon, vous voyez, je suis très optimiste, on n'a pas connu en Afrique de mouvement de contestation aussi important que ce qui est en train de se passer, donc c'est tout nouveau, donc ça, parce que bien entendu ça a été dans le secret, et c'est seulement récemment que c'est sorti. Si c'est ça, ben, on peut annoncer d'emblée des catastrophes. Partout où la petite paysannerie a été détruite, ça a provoqué des famines. Regardez en Somalie, quand est-ce que la famine commence réellement? Elle apparaît avec la guerre. Mais quand la guerre détruit la petite paysannerie, c'est à ce moment-là qu'elle apparaît. La petite paysannerie a toujours été l'élément qui permettait de survivre, même en situation de crise. Parce que là, la tomate, elle continue à pousser, les pommes de terre, elles continuent à pousser. Si vous détruisez la petite paysannerie, ben vous êtes sur la catastrophe. Et donc, là, le colonialisme, c'est pas une affaire du passé. Les formes, le visage bouge, mais les mécanismes restent les mêmes. On est, là aussi, dans un mécanisme complètement néocolonialiste, puisque, bien entendu, on ne dit pas vous êtes obligé ou on vous envoie l'armée. Non, on ne dit pas ça. On dit on signe un accord. On signe un accord. Si vous ne signez pas, vous ne pouvez plus exporter. Mais on signe un accord. Donc c'est d'égal en apparence, d'égal à égal. C'est bien entendu l'égalité entre la chèvre et le loup. Ce néocolonialisme ne s'arrête pas à la dimension économique. Parce que s'il s'arrêtait à la dimension économique, on pourrait aussi s'attendre à ce que les contestations soient beaucoup plus fortes. Il y a d'autres formes de dépendance qu'il faut souligner et que Nkrumah, dans son livre, développe largement. D'abord, la flotte de transport, puisque les pays d'Afrique ont été amenés à développer des économies qui exportent, extraverties. Eh bien, il faut des bateaux pour transporter ça. Eh bien, elle est dans les mains, depuis toujours, de grandes compagnies européennes, qui, bien entendu, imposent des coûts pour le transport, qui sont un nouveau pillage sur les économies des pays du Sud. Il y a également la dépendance culturelle. Vous croyez que c'est par ouverture d'esprit qu'on parle tant de francophonie? La francophonie est un outil néocolonialiste. J'adore la langue française. Hein. Et il ne s'agit pas d'abandonner la langue française ou de dire qu'elle est moins belle qu'une autre, mais elle est utilisée pour rendre dépendants les élites d'un certain nombre de fonctionnements d'ici. Et effectivement, on a une dépendance culturelle. On a une dépendance culturelle, on voit des situations dans lesquelles certaines élites vont préférer passer un accord avec la France à un coût plus élevé. Il n'y a même pas besoin de piston, hein, c'est même pas forcément juste par connivence culturelle, plutôt que de le passer, je ne sais pas moi, avec l'Afrique du Sud ou avec le Brésil, à
des coûts inférieurs. Ça commence à changer, mais parce que maintenant les décalages économiques sont tellement grands, mais il y a cette dépendance culturelle extrêmement importante. Il y a également la dépendance des modèles de pensée qui sont véhiculés. Le fait qu'ils soient dominants dans le cinéma. Quels sont les modèles que voient les peuples du monde? Ils voient les modèles produits ici. Les idéaux de vie sont ceux qui sont ici. Alors on peut dire, mais on ne va pas bloquer les images. Non, il ne s'agit pas de bloquer les images. C'est juste de constater que l'essentiel des images mondiales sont produites ici. Et à moins d'être naïf, ces images ne sont pas neutres. On ne montre pas, en tout cas, on n'est pas à égalité dans le monde pour rencontrer les idéaux de vie des Laotiens, des Guinéens et des Français, ou des Américains, encore plus des États-Unis. Et donc, il y a des modèles culturels. Le néocolonialisme, c'est aussi cette domination de la production des modèles culturels, qui va produire des aspirations, et qui va produire parfois des aspirations qui sont en contradiction avec les besoins des peuples, de chacun des peuples. Et puis, dernière dimension, je suis obligé de le dire, j'espère que je vais choquer personne, généralement je choque toujours quelqu'un qui a ça, les ONG. Les ONG, qui sont pleines de bonne volonté, et quand je dis globalement, je n'ai rien à dire sur la volonté des ONG, mais qui amènent avec eux également des méthodes très paternalistes, des modes de faire où la solution est pensée ailleurs. C'est-à-dire que parfois la solution pour un problème agricole au Guinée, on ne demande pas aux paysans guinéens ce qu'ils en pensent, on va d'ici penser la solution. Oui, et on va lui imposer, et en plus ils ne vont pas dire non, puisqu'ils sont dépendants du petit salaire qu'on va leur donner ou de la petite somme qu'on va leur donner. Et si tout ça ne suffit pas, il reste quoi? Il reste les assassinats des leaders qui ont refusé ça. C'est trop long de faire la liste. Mais il faut les connaître. Ruben Ouniobe, Lumumba, Sankara, Mandlane. C'est des dizaines. À chaque fois qu'un leader populaire est venu remettre en cause cette dépendance néocolonialisme, eh bien il y a eu des assassinats ou des tentatives d'assassinat. Et donc, ça veut bien dire qu'on est encore dans le mot néocolonialisme, il y a le mot néo, mais il y a le mot colonialisme. C'est les mêmes processus qui perdurent encore aujourd'hui. Regardez, j'ai encore quelques minutes. Je voudrais maintenant alerter votre attention sur quelque chose de récent, qui, pour moi, est peut-être un quatrième âge. Je dis premier âge de l'esclavage, second âge du colonialisme, troisième âge du néocolonialisme. Il y a un quatrième, peut-être que nous sommes au bord d'un quatrième âge. Je le dis avec prudence parce que il faut d'abord attendre que ça soit avéré, mais en tout cas il y a une vigilance à avoir, qui est quand même le développement d'un type de guerre particulier depuis, on va dire 2001. Même si on a eu un peu avant. Qui sont non pas des guerres pour prendre un chef d'État qui n'est pas d'accord avec nous et le foutre en l'air et en mettre un autre. Non. Ce sont des guerres qui ont des objectifs nouveaux, qui est de balkaniser les pays. Que reste-t-il de l'Irak? L'Irak est divisé en 3-4 morceaux. Que reste-t-il de l'Afghanistan? Elle est divisée en 20 morceaux. Que reste-t-il de la Syrie, en espérant que ça ne débouche pas là-dessus, mais si on laisse faire, qu'est-ce qui va se passer en Syrie? La Somalie. C'était le premier pays, de toute façon. Oui, la Somalie, c'est le premier pays. Somalie, depuis 91, 2016, il n'y a aucune réalité stable. La République démocratique du Congo. On a un chef d'État, Kabila, mais on a aussi des régions entières qui sont gérées par des seigneurs de la guerre. La Libye. Autrement dit, il faut s'interroger, ne sommes-nous pas dans une phase dans laquelle on renonce même à l'idée d'État. C'est-à-dire que les guerres sont là pour détruire des États et laisser des petites entités, en gros un duty free,
Il y a des seigneurs de la guerre qui sont là, et je négocie avec eux. J'achète le coltan à tel brigand qui s'occupe de tel territoire. J'ai plus besoin d'un État. Si c'est ça, vous imaginez ce que ça veut dire. Le nombre de morts va aller en explosant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune... l'État qui assure un minimum de régulation n'existe même plus. Bref, est-ce que nous ne sommes pas dans une phase dans laquelle la soif de profit et la soif d'argent amènent à des pratiques qui sont des pratiques dans lesquelles on joue, y compris les génocides des peuples. Et donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus. Et en tout cas, j'espère vous avoir convaincu que ce qui se passe là-bas, ça nous concerne. Parce que bien entendu, si on se tait ici, en sachant ces processus-là, on est au moins de manière passive complice. Pour que tout ça soit possible, il faut diffuser un mode de pensée, et c'est diffusé massivement. Et donc il faut vraiment combattre ce mode de pensée. Je le dis parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez, qui est l'essentialisme. C'est-à-dire qu'il faut, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'afropessimisme, il faut faire croire que ça vient de leur culture. C'est pour ça qu'ils s'entretuent. J'entends, parfois dans mes débats, il y a toujours un qui lève la main. Monsieur Bouhama, c'est quelqu'un d'origine maghrébine généralement. Monsieur Bouhama, vous connaissez la phrase d'Ibn Khaldoun, les Arabes, je ne supporte plus cette phrase. Les Arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre. C'est-à-dire que, vous savez comment on a introduit les choses, c'est-à-dire qu'on va considérer que ce qui ne va pas, ça vient de nous. Ou bien, les cultures africaines sont des cultures tribales. Donc ce qui ne va pas, c'est pas tout ce que j'ai décrit. Non, mais dans leur culture, c'est des tribus. Et donc, cet essentialisme-là, qui est d'expliquer des phénomènes économiques, sociaux et politiques à partir d'une soi-disant essence des personnes, essence des peuples, c'est ce qui a toujours justifié la domination. Il faut qu'on apprenne à la déconstruire, il faut qu'on apprenne à combattre cela. Et là aussi, c'est un phénomène qui nous relie à ce qui se vit en Afrique, parce que ces peuples sont victimes d'essentialisme, mais si vous êtes issu de l'immigration, d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, si vous cumulez en plus, si vous êtes musulman en plus, alors là, vous avez de grandes chances de supporter l'essentialisme. Tout ce qui vous arrive ne peut pas être lié à vos conditions de vie et d'existence. C'est lié à votre culture et, bien entendu, à votre religion. La délinquance, c'est la religion. L'échec scolaire, c'est la religion. Le fait qu'il y ait beaucoup de Noirs et d'Arabes dans les prisons, c'est la religion. C'est-à-dire qu'on va renvoyer toutes les explications qui montrent les inégalités de notre société à une naissance des Noirs, des Arabes, des musulmans. Et ça, c'est exactement les mêmes processus que ce qui a justifié les guerres là-bas. Et puis, dernière dimension que je voudrais souligner, c'est je terminerai là-dessus, puis après on pourra discuter, c'est vraiment de nous poser la question. Est-il possible d'avoir ici l'égalité, si cette égalité est basée sur le pillage des autres? Personnellement, je pense que non. Je pense que, et surtout pour ceux qui sont issus de l'immigration, ça valait pour tout le monde, mais surtout pour eux, la condition pour justifier les guerres à l'extérieur, c'est de montrer l'islam comme dangereux. Ils ne peuvent pas nous dire l'islam est dangereux là-bas et pas dangereux ici. C'est pour cela que l'islamophobie, après, en effet boomerang, elle revient ici. Et donc elle vient détruire les concitoyens français de confession musulmane. Autrement dit, on est bien aujourd'hui dans un lien de solidarité inévitable. Combattre l'islamophobie, c'est combattre les guerres. Combattre les guerres, c'est combattre l'islamophobie. Et combattre pour une société d'égalité ici, c'est prendre en compte ce que fait notre société à l'extérieur. Voilà ce que je voulais vous dire.